Du départ de ce Grand Prix d'Espagne, la 5e manche de la saison 1994 avec cette caméra au milieu, en haut de la grille de départ. Schumacher est à droite sur votre écran et à gauche c'est Damon Hill, une Benetton Ford à droite, une Williams Renault à gauche. Donc la 5e manche de la saison 1994, un Grand Prix aux enjeux multiples, nous l'avons dit, puisqu'il concerne tout d'abord l'éventuelle 5e victoire de Michael Schumacher. 5 victoires successives, ce serait un chiffre à rapprocher de 6 victoires successives d'Alberto Ascari à la fin de la saison 1952. L'autre enjeu de ce Grand Prix d'Espagne concerne évidemment Williams Renault, on l'a vu avec Bernard Didot. Williams Renault qui court toujours après sa première victoire de la saison. Elle pourrait intervenir ici même, cette victoire, parce que sur ce circuit de Barcelone, le moteur Renault sera un atout indéniable. Durant 55% du tour, le moteur est à pleine charge, notamment dans cette longue ligne droite qui passe ici sur l'aire de départ, une ligne droite de 1200 mètres, et c'est l'endroit idéal pour permettre au V10 Renault de s'exprimer vraiment. Mais quand je parle de Renault, Peugeot n'est pas bien loin, et les McLaren Peugeot auront donc ici une carte à jouer. Enfin, il y a les deux surprises du chef. La 5e place de Rubens Barrichello sur la grille de départ, alors que celle-ci est en train de s'ébrouer. Et le meilleur temps au warm-up de Gigi Leto ce matin. Johnny Rive, Rubens Barrichello et Gigi Leto, ça vous inspire quoi? Eh bien, pour Rubens Barrichello, ce n'est pas exactement une surprise. On connaît la valeur de ce tout jeune pilote brésilien qui est un des benjamins des Grands Prix. Ce qui a surpris en revanche, c'est que sa Jordan à moteur Hart réussisse à se qualifier en aussi bonne position. Il en était lui-même enchanté, Barrichello, de sa prestation, et il qualifie sa Jordan de voiture formidable. Au plan de la tenue de route, elle l'a étonné dans les courbes rapides qu'elle avale avec une extraordinaire efficacité. Et il faut ajouter que cette voiture britannique est animée par un moteur fabriqué par l'ancien pilote Brian Hart, qui est ancien pilote et qui est également un excellent technicien. Brian Hart réussit donc l'exploit de construire un moteur de Formule 1 sans avoir l'aide d'un grand constructeur. Alors ce matin, en ce qui concerne le rodage et le warm-up de ce matin, autre demi-surprise, c'est que si l'on trouve les deux Benetton aux deux premières places de la hiérarchie de ce matin, eh bien, demi-surprise, dis-je, celle de Leto, du Finlandais Leto, précède celle du grand favori du Grand Prix d'Espagne, Schumacher. Leto a précédé Schumacher d'un tout petit dixième et les deux Benetton précèdent leur rival le plus en vue ce matin, Hakkinen sur la McLaren Peugeot, de 8 dixièmes, ce qui est beaucoup. On peut s'attendre à une nouvelle domination des Benetton Ford sur ce circuit extrêmement, comment dirais-je, complet et significatif. Eh bien, pour parler de Leto, il faut dire qu'il avait d'excellents réglages. Il a mis la main tout de suite dessus, alors que Michael Schumacher, qui essayait à la fois le muet et la voiture de course, eh bien, lui, a quelque peu hésité. Les chiffres de ce Grand Prix d'Espagne, 65 tours de 4 km et 747 mètres. Ça nous fait un Grand Prix de 308 km et 555 mètres avec un secteur clé, un domaine clé. Ce sont les pneus. Attention, Johnny, je crois, à l'usure des pneumatiques. Heureusement qu'on prévoit 2 ou 3 arrêts durant ce Grand Prix. 2 ou 3 changements de pneus pendant le Grand Prix d'Espagne, ce qui nous laisse espérer des modifications dans la hiérarchie, des changements de position, une course haletante. Et voici déjà un incident pour le pauvre Beretta infortuné dont la voiture fume. La route est arrêtée au bord de la piste pendant le tour de formation. Elle fume. Lui est-il arrivé la même mésaventure qu'à son équipier Eric Comas ce matin, qui pendant le rodage a été arrêté par la rupture de son moteur? Je le crains. En tout cas, la panne a l'air d'être irrémédiable. Et voilà, Beretta a mis pied à terre. Et donc, il ne sera pas au départ de ce Grand Prix. Alors reste à savoir si on va avoir le temps de gruter, en tout cas de dégager cette Larousse, le temps que la grille de départ s'installe tranquillement. Ce que vous voyez là, c'est le reflet de cette grille dans la tribune de presse et les stands de ce circuit de Barcelone. Vous voyez qu'avec ce panotage de la caméra, vous voyez tout de suite où en est la grille, et celle-ci vient se ranger sous nos yeux. Vu de dessus cette fois. Je vous rappelle qu'ici les anciens vainqueurs ont été Mansell sur une Williams Renault en 1991 et 1992, et puis notre ami Alain Prost sur Williams Renault toujours en 1993. Pour l'instant, les voitures de sécurité sont là, toutes prêtes. Roland Brunserat va allumer le feu rouge. Au
premier plan, Michael Schumacher, juste à ses côtés, Damon Hill, et puis derrière Mika Häkkinen et Gigi Leto. Deux lignes formidables, attention, feu rouge et vert. Allez-y qui a pris, oui, pour s'écarter légèrement, d'un peu serré par Damon Hill, qui le tassait, qui n'a pas vu d'ailleurs, je crois, Damon Hill, qu'il y avait Mika Häkkinen non loin de lui, mais tout est rentré dans l'ordre. Attention, on va bientôt aborder cette chicane, appelons-la artificielle, puisqu'il s'agit plutôt d'un ralentisseur. C'est comme ça qu'on va l'appeler, je crois, Johnny. C'est plus simple et c'est plus évident, je crois, pour nos téléspectateurs. Une chicane avant laquelle les pilotes ont donc interdiction de se dépasser. D'ailleurs, si quelqu'un essayait d'effectuer un dépassement, il ne parviendra pas, c'est trop étroit, puisqu'on a empiété sur la largeur de la piste pour fabriquer ce ralentisseur à la demande des pilotes eux-mêmes. Donc il faut penser que les pilotes eux-mêmes, responsables de l'installation de ce virage, voilà le drapeau jaune qui est agité non pas à cause d'un accident, mais pour justement rappeler aux pilotes qu'ils ne doivent pas doubler à cet endroit. Eh bien, normalement, il ne devrait pas s'y passer d'incident. Le passage, en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans les courses précédentes, en particulier le Grand Prix de Formule 3000 hier et la Coupe Porsche ce matin, eh bien, tout le monde a été très respectueux de ce ralentisseur qui consiste en quelques rangées de pneus aménagées à même la chaussée de ce circuit de Barcelone. Et déjà, Michael Schumacher, et oui, pose de l'écart sur ses poursuivants les plus proches, c'est-à-dire Damon Hill sur la Williams Renault que voici en action, et Mika Häkkinen sur la McLaren Peugeot qui poursuit Schumacher, mais que celui-ci n'a pas attendu, puisqu'il a creusé un écart de 2 secondes et demie dès le premier passage. Alors en tête, Michael Schumacher, avec derrière le groupe de chasse composé de Hill, Häkkinen, Alesi, Leto, Coulthard, Barrichello, Brundle, Irvine, Blundell, Comas, Berger qui est assez loin, Morbidelli, Frentzen. Voilà ce qu'indique pour l'instant notre chronométrage. On est toujours là sur les premiers du groupe de chasse, c'est-à-dire, je le répète, Hill, Häkkinen, Alesi là-bas, et puis Gigi Leto. Tandis que eh bien, Michael Schumacher, avec sa Benetton Ford, a déjà pris le large. Il est difficile d'établir un pronostic en ce qui concerne les prestations des uns et des autres, parce qu'on ignore ceux qui ont prévu 2 arrêts, 3 arrêts, 1 arrêt pour certains. Donc la charge d'essence doit varier selon les voitures, et il faudra attendre que la course se développe un petit peu pour savoir quelles sont les performances réelles de toutes ces voitures. Voilà le passage dans le ralentisseur de ces 4 voitures qui sont dans un mouchoir. En une seconde, il y a Hill, Häkkinen, Alesi, Leto et presque Coulthard. On revoit ici le départ et l'envolée au ralenti. Et si on peut le voir de face, on verra Damon Hill. Oui, presque pris un bas-côté. Oui, Damon Hill a serré un petit peu Damon Hill. Ou plutôt Damon Hill a serré Alesi. Damon Hill qui devait également surveiller Häkkinen. Alors qu'on revient sur les images du direct avec Schumacher, cette fois avec 4 secondes d'avance devant Damon Hill, ici à l'image. Damon Hill à 5 dixièmes devant Mika Häkkinen, lui-même talonné par Jean Alesi et Gigi Leto. Voilà Alesi qui arrive, et Leto qui va passer à l'attaque de Jean Alesi, qui nous l'a dit tout à l'heure, Jean, au micro de Gilles Pernet, ça sera une course un peu plus difficile. Jean Todt nous l'a confié hier, c'est la moins bonne course qui puisse arriver pour l'instant au Ferrari, car ce circuit est extrêmement complexe, c'est un circuit très complet, on l'a vu, il y a de la vitesse, de la puissance, des réglages très fins, et pour l'instant, l'actuel Ferrari ne répond pas à toutes ses obligations, mais c'est pour bientôt, c'est pour le mois de juillet qu'apparaîtra une voiture radicalement modifiée, probablement au Grand Prix de France. Ce qui n'empêche pas Jean Alesi de dominer pour l'instant la Benetton de Leto et la Williams Renault de Coulthard, qui n'ont peut-être pas son talent comme pilote, mais avec la voiture dont il dispose et qui manque cruellement d'appui, Jean Alesi fait un exploit qui ne nous étonne pas de sa part. Alors, des nouvelles des autres Français, on va souligner la position de 11e de Comas en ce début de course. Comas qui précède Gerhard Berger sur la seconde Ferrari. Panis est 19e et Eric Bernard, et tandis que voici Paul Belmondo dans un bac à sable. Alors, Eric Bernard est 22e sur la Ligier. Ce n'est pas une grave sortie de piste, mais enfin, ça nous élimine déjà le dernier qualifié. Le petit Paul Belmondo sur cette Pacifique à moteur Ilmor qui a bien besoin. On voit ici ce qui s'est passé. Voilà, il est sorti en tête
avance gauche-droite. Alors on peut peut-être en guise d'explication à cet attaqueux quand même expliquer que la Pacific est très très loin d'être la meilleure Formule 1. Et de loin. Elle est même la pire de toutes. C'est une voiture extrêmement difficile à conduire qui nécessite plus que de la mise au point puisqu'il est question chez Pacific de renforcer les attaches du moteur sur la coque d'ici au Grand Prix du Canada, car on s'est aperçu que le moteur était insuffisamment bien fixé à la coque, qu'il remue, c'est-à-dire que la voiture se tortille dans les virages et qu'elle est impossible à régler. Impossible à régler, naturellement, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et je me demande si cette équipe Pacifique a eu les moyens, en tout cas le temps et le loisir de passer sa voiture en soufflerie. Ça fait cruellement défaut du côté de l'aérodynamique pour ce qui concerne les ailerons avant et arrière. C'est ce que nous disaient en tout cas Paul Belmondo et Bertrand Gachot. Avec cette caméra vue arrière de la voiture de notre ami Alesi. Et puis derrière là-bas dans le fond, il y a Leto et Coulthard, c'est-à-dire une Benetton Ford et une Williams-Renault. Et vous avez raison de le souligner, Johnny, ce sont les deux meilleures voitures du plateau pour l'instant. Et alors la difficulté pour la Benetton et pour la Williams à dépasser la Ferrari qui les précède et que cette Ferrari a un excellent moteur, ce qui permet à Alesi dans la ligne droite, on voit ici, de garder ses distances vis-à-vis de Leto et de Coulthard qui seront très très embêtés pour se rapprocher de lui en position favorable, en un endroit favorable pour porter une attaque au freinage. Alors pour l'instant, Schumacher dans le 5e tour de course avec 6 secondes et demie d'avance sur Damon Hill, et puis Hakkinen à 1 seconde lui-même de Damon Hill, et Alesi qui mène ce groupe de chasse. Avant qu'il s'y passe quelque chose, on va à Paris et on se retrouve tout de suite après. Retour à Barcelone dans le 7e des 65 tours de course de ce Grand Prix d'Espagne avec Michael Schumacher toujours en tête et largement en tête avec 8 secondes et 6 dixièmes d'avance sur Damon Hill, et ce même Damon Hill et sa Williams-Renault qui n'arrivent pas à se défaire de la McLaren Peugeot de Mika Hakkinen. Alors Alain Prost à Paris, je voudrais que vous nous parliez tout de suite déjà de cette envolée de Michael Schumacher et puis bien sûr de cette Williams-Renault qui n'arrive pas à distancer la McLaren Peugeot. Alain. Oui, bon, c'est sûr qu'on a vu en quelques tours une avance très très confortable de Schumacher, mais déjà dès les 2 premiers virages, pour un œil un peu spécialiste, on a vu une Benetton qui virait déjà très très à plat dans le virage le plus rapide tout de suite après la première chicane, et une Williams et même d'autres voitures derrière bien entendu, un petit peu plus feignante, c'est-à-dire un roulant un petit peu plus, et avec des difficultés bien entendu de pilotage pour les pilotes. Donc tout de suite c'était très net, un avantage indéniable pour la Benetton, encore aujourd'hui, encore sur un circuit différent et bien entendu avec des règlements techniques différents. On a beaucoup parlé d'aérodynamisme ces derniers temps, mais il ne faut pas oublier que la partie mécanique d'une voiture est aussi très très importante, et il semblerait que la Benetton ait aussi un avantage de ce côté-là. Il n'y a pas que l'aérodynamisme, mais on l'a vu avec des extracteurs coupés. La Benetton reste dominante et peut-être même encore plus, parce qu'à partir du moment où on diminue l'aérodynamisme, eh bien la partie mécanique devient peut-être dans certains endroits un petit peu plus prépondérante. Donc toujours un avantage. La Williams a l'air encore difficile à conduire. Je pensais qu'avec la réduction de l'appui aérodynamique, ça allait peut-être favoriser un peu la Williams dans sa remontée dans le haut du tableau. Ça a l'air vrai pendant les essais, un petit peu plus difficile quand même malgré tout pendant la course. Et ils auront beaucoup de mal avec la McLaren d'Hakkinen qui semble aussi très très bien en tenue de route. Là, ce qu'on a vu, c'était la Ligier Renault de Eric Bernard, je crois, qui est rentré à son stand et qui en est reparti tout de suite. Ça veut dire que Eric avait peut-être besoin de pneus et que son équipe n'était pas prête, ou bien il avait simplement un détail sur son casque peut-être à régler. En tout cas, il y a un deuxième point qui est extrêmement intéressant, c'est voilà ce groupe de chasse, comme je l'appelle, mené par Jean Alesi et sa Ferrari, juste devant la Benetton Ford de Gigi Leto et l'autre Williams-Renault, celle de David Coulthard. Johnny. Alors on voit très très nettement que la Ferrari qui distance légèrement la Benetton et la Williams en ligne droite les ralentit, les gêne dans la porte continueuse du circuit de Barcelone. À cela n'est pas en cause le pilotage de Jean Alesi, mais la tenue de route de sa voiture qui manque d'appui, aussi bien lui, Alesi, que son équipier Berger se plaignent de ce grave défaut de la Ferrari. Mais alors, cela pose un problème à Leto et à Coulthard, évidemment, puisqu'ils ne peuvent pas doubler la voiture dans les virages. Ils seraient obligés de se déporter hors de la ligne, de rouler dans une partie sale de la piste
ce qui ne leur permettrait pas de la dépasser. Le seul moyen, c'est de la dépasser en se portant à sa hauteur dans une zone de freinage, ou alors peut-être de changer de stratégie au niveau du changement de pneus, de s'arrêter avant elle, changer de pneu avant elle, reprendre la piste, regagner relativement du temps par rapport à la Ferrari, de façon à ce que quand Jean Alesi se sera arrêté à son tour, eh bien Leto et Coulthard se retrouvent devant lui. Eh bien, c'est ce qu'ils auraient de mieux à faire, car si on a vu pour l'instant l'écart entre Alesi et bien sûr les voitures de tête, Schumacher, Hill et Häkkinen dans cet ordre, eh bien, peu à peu, derrière Alesi, bon, il y a Leto et Coulthard, mais va s'ajouter Barrichello qui est à 2 secondes, et puis Brundle qui est à 1 seconde de Barrichello, et puis Irvine qui est pas loin. Tout le monde va se regrouper derrière Jean Alesi, et ce sont les premiers arrêts pneus ravitaillement qui vont faire la différence. On les prévoit aux environs du 20e tour, nous a-t-on dit tout à l'heure lors de Formule 1 à la 1. Eh bien, nous sommes pour l'instant dans le 10e tour de course. Il faut donc encore tenir 10 tours à ce rythme-là. Vous voyez que ça se rapproche. Barrichello, Brundle, et puis derrière Irvine, Blundell, Comas, bien serré. Alors pour faire un petit aparté, en dehors de l'image que nous avons sous les yeux, on peut souligner les ennuis des Ferrari en évoquant le cas de Berger qui depuis le départ roule en 12e position derrière Eric Comas et qui se trouve après 9 tours de course toujours derrière la Larousse modeste entre guillemets, sans offense pour Gérard Larousse, mais par rapport à une Ferrari on peut dire que la Larousse est une modeste Formule 1 car certainement réalisée avec de très petits moyens par rapport à ceux de Ferrari. Alors, je veux préciser à nos téléspectateurs qui ont l'œil et le bon que lorsque l'on voit par exemple Brundle ou Häkkinen ou bien même Schumacher ou Leto appuyer sur un bouton au centre du volant, vous vous rappelez sûrement que l'an passé il s'agissait de régler la hauteur de caisse de la suspension active. Eh bien aujourd'hui ce bouton, entre autres, il sert à rétrograder 2 ou 3 rapports selon le bouton directement. C'est-à-dire que vous rentrez un rapport, vous appuyez sur le bouton et il y en a 3 autres qui rentrent, par exemple de 4e en première ou de 4e en seconde directement. Alors comme le classement eh bien, est un peu compliqué et qu'il faut que vous vous en souveniez, eh bien, nous allons jouer au jeu Top Position, rappelez-vous 36-15 TF1. Alors que l'on voit ici le diagramme des changements de vitesse de Michael Schumacher, l'accélérateur en haut, les tours qui montent jusqu'à 15 000. Vous verrez quand c'est ouvert ou pas. Puis vous voyez la position de la pédale ouvert de 0 à 100% avec le rapport. Et bien sûr à droite, la vitesse qui s'affiche en km/h. On va suivre Michael Schumacher. Et si l'on entend le bruit du V8 Ford Z-Tech R, c'est son nom, ce petit bijou, là ce sera encore mieux. Quatrième, c'est très spectaculaire. Alain, je crois, à Paris, si vous m'entendez, que vous avez participé à l'élaboration de ce circuit, tout au moins dans son tracé initial. Oui, il y a à peu près 5-6 ans maintenant, peut-être même plus. Les gens de l'Automobile Club espagnol m'avaient contacté pour leur donner des conseils. Et pendant à peu près 2-3 ans, on est resté en contact assez discrètement. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui ont évolué du fait du terrain lui-même, qui n'était pas vraiment plat complètement, du fait qu'ils voulaient mettre une tribune à un endroit, donc ils ont modifié une ou deux tours, mais dans l'ensemble, ça correspondait à ce qu'on avait voulu faire il y a 5-6 ans déjà. Alors que nous sommes toujours à bord de la Benetton Ford de Michael Schumacher, 3e, 4e, vous voyez les variations d'accélération et que Michael Schumacher, lui, eh bien, attaque le dépassement des premiers pilotes retardataires. Johnny, c'était probablement, on peut dire, je crois, Bertrand Gachot, peut-être. Eric Bernard, après son arrêt au stand tout à l'heure, a déjà concédé un tour au leader et Schumacher se promène véritablement sur ce difficile circuit de Barcelone au volant d'une voiture, la Benetton, qui
et d'une homogénéité exemplaire et qui, entre les mains du brillant allemand, paraît être un véritable vélo à mener, alors que, par exemple, Demonil est en difficulté depuis vendredi matin, enfin depuis vendredi après-midi, j'allais dire vendredi matin, mais vendredi matin il n'a pas participé aux essais. Depuis vendredi après-midi, Demonil est aux prises avec une Williams extrêmement dure à pousser à ses limites en tenue de route. Et il en a eu encore la preuve ce matin en effectuant un tête à queue au cours du rodage. Pierre Van Vliet. Oui, Jean-Louis, pour vous dire qu'Eric Bernard s'est arrêté avec un problème de pneumatique. Il pensait que c'était une crevaison lente. Et puis bon, on a un petit peu vérifié chez Ligier. Il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment de perte de pression. Mais par contre, qu'il y a une usure très importante du pneu avant gauche. Évidemment, avec moins d'appui aérodynamique, il est évident que les voitures ont moins d'adhérence, qu'elles glissent davantage et que les pneumatiques souffrent. C'est pourquoi les premiers arrêts pour changer de pneus et ravitailler ne vont pas tarder. Mais attention, ici, à l'entrée des stands de Barcelone, vous le savez, la vitesse est limitée à 80 km/h et il y a des radars ici qui sont installés. Les pilotes qui iraient trop vite, eh bien, seraient sanctionnés par une nouvelle pénalité d'un arrêt au stand. Alors nous sommes dans le 13e tour de course justement et c'est Schumacher toujours en tête devant Demonil et Mika Hakkinen que l'on a vu tout à l'heure aux prises avec un Mika Hakkinen qui commence déjà à se faire menaçant, mais peut-être moins menaçant que ce groupe des trois formidable. Allez-y, Leto, Coulthard, ils font plaisir à voir parce que allez-y c'est quand même le talent à l'état pur. Leto c'est quand même son vrai retour maintenant parce qu'à Monaco il a effectué un retour en demi-teinte mais il était très fatigué et puis ce n'est jamais confortable d'être opposé au meilleur pilote du moment, en l'occurrence Michael Schumacher. Et puis derrière, eh bien, il y a Coulthard qui voudrait bien jouer sa carte lui aussi. C'est son premier Grand Prix à David Coulthard. Et ses résultats ici feront beaucoup pour sa carrière future. Donc on le comprend, il commence à attaquer sérieusement Gigi Leto. Et on retient notre souffle parce que là ça peut être très chaud. Ces trois garçons extrêmement corrects, très bons pilotes. Et Coulthard, bien sûr, est un peu intimidé, mais il a montré tout à l'heure le bout du museau de sa Williams Renault, presque à la hauteur des roues arrière de la Benetton Ford de Gigi Leto. Ça se corse, alors que les arrêts pneus, les premiers en tout cas, sont maintenant dans 4 ou 5 tours, si la tactique annoncée est la bonne. Vous voyez que dans l'enfilade du ralentisseur, eh bien, c'est extrêmement serré. Et puis toujours derrière, Barrichello et Brundle. C'est étonnant, Johnny, parce que ce circuit, quand même s'il nécessite que 55%, oh là, C'est Berger. C'est Berger. C'est Berger qui n'a pas réussi à maintenir sa Ferrari sur la route. La Ferrari qui, répétons-le, et Berger n'arrête pas de le répéter, manque d'appui, manque d'adhérence. Elle ne s'accroche pas à l'asphalte. Elle lui a échappé. Devant Katayama et Frenzen. En tout cas, lui, allez-y, contrôle mieux la situation. Ça fait quand même une petite différence. Alors, 55% en pleine charge, dont cette ligne droite qui est extrêmement dure pour les moteurs. Et quand même, je vois que Barrichello est toujours là, et Brundle et Irvine. Et ça tient bien dans ce groupe qui est maintenant un peu plus loin, mais qui se rapproche tout doucement, inévitablement, de ces trois-là. Les trois pilotes qui pour l'instant font toute l'animation, toute la saveur de ce Grand Prix d'Espagne de Formule 1 qui est dans son 15e tour. On peut s'étonner. Ah voilà, non, je croyais que Leto allait attaquer. Allez-y par l'extérieur à l'attaque de l'épingle dans la descente, mais ce n'est pas faisable. Il faut qu'il prenne son mal en patience, qu'il songe à économiser l'usure de ses pneus derrière la Ferrari et peut-être pourrait-il, en calculant ainsi l'usure de ses pneus, peut-être pourrait-il faire l'impasse sur un des arrêts qui sont prévus chez Benetton le concernant, à moins qu'il soit contraint par la quantité d'essence avec laquelle il a pris le départ de ce Grand Prix, bien sûr. Alain Prost, à Paris, je ne fais pas référence à vos problèmes de suspension. L'an passé, vous aviez terminé le Grand Prix dans un état de fatigue assez avancé. Mais est-ce que ici, à Barcelone, on peut parler d'un circuit... Retour au stand de Mika Hakkinen, Jean-Louis. Mika Hakkinen qui est le premier à s'arrêter chez McLaren Peugeot avec un changement de pneumatique et ravitaillement en carburant pour le pilote finlandais. On est prêt également chez Williams Renault. Voilà un arrêt sans problème pour Hakkinen chez McLaren Peugeot. Et puis on est prêt également chez Williams Renault avec David Coulthard qui devrait être le premier à s'arrêter. Coulthard qui est effectivement bloqué derrière Alesi et Leto, vous l'avez souligné.
et qui va donc anticiper quelque peu ce premier arrêt au stand. Oh là, c'est sorti juste, très juste là derrière. Alors puisqu'on a attaqué les arrêts, nous reparlerons tout à l'heure avec Alain de l'exigence physique de ce circuit de Barcelone, mais j'ai bien peur que des garçons comme Leto et Coulthard s'usent à suivre de cette façon si délicate le rythme de Jean Alesi. On pourrait demander à Alain, Jean-Louis, on pourrait lui demander que feriez-vous, Alain, si vous étiez dans la position occupée actuellement par Gigi Leto, à bord de la Benetton duquel nous nous trouvons, Alain. Ah là, si j'en avais la possibilité, je m'arrêterais tout de suite pour changer les pneus, car je suppose que Leto est au moins une bonne seconde plus vite que la Ferrari de Jean. D'ailleurs, on voit depuis quelques tours la différence entre les voitures un peu plus confortables, si on peut s'exprimer ainsi, à conduire, et les voitures plus rétives comme la Ferrari et même la Williams. C'est qu'en début de course, pendant quelques tours, tout va relativement bien. Et puis au bout d'un moment, quand même, non seulement la fatigue du pilote, mais l'usure des pneumatiques. Et on voit que la Benetton est beaucoup plus pressante derrière la Ferrari, qui semble de plus en plus difficile à conduire. Donc là, je m'arrêterai, si possible, pour doubler la Ferrari, comme on dit dans les stands, pendant que je m'arrêterai. Les 2-3 tours suivants, j'en profiterai pour, bien entendu, gagner un peu de temps. David Coulthard, le débutant en Formule 1, vous a entendu, Alain, il vient de s'arrêter effectivement pour changer de pneumatique. Il était juste sur les talons de Alesi et Leto, vous l'avez remarqué. Gerhard Berger rentre également à 80 km/h. Et dans les larges stands de Barcelone, eh bien, cela semble vraiment là. Un arrêt qui se... pour Coulthard. Ah oui, il y a un arrêt qui s'allonge, il a calé son moteur, semble-t-il. Le jeune pilote écossais qui effectue son premier Grand Prix. Et il n'arrive pas à remettre le V10 Renault en marche. Ça repart, attention. Ça y est, ça repart. Non. C'est pas reparti. Une nouvelle fois calé, très compliqué. Ce qui prouve que c'est difficile avec ce moteur et cette boîte de vitesse. Il a peut-être des ennuis d'embrayage. Eh oui, tout simplement, j'y pensais. Alors que ici nous avons Eric Bernard. Alors que sous nos yeux, ça y est, il est reparti de justesse, David Coulthard, mais son arrêt, c'est bien l'embrayage. Oui, bien l'embrayage, on a vu la voiture patiner. Alors il était obligé, Coulthard, non seulement il n'a pas beaucoup d'expérience en Formule 1, mais en plus, dans cette manœuvre difficile devant laquelle il était placé, il devait veiller à ne pas partir trop vite, à ne pas élancer sa voiture trop vite sans embrayage, uniquement sur la puissance du moteur, pour respecter la limitation de vitesse qui accourt dans la ligne des stands. Alors que arrêt de Martin Brundle, c'est la seconde McLaren Peugeot, arrêt également d'Eric Thomas. Et Katayama qui est sorti de la piste, qui essayait de pousser sa voiture, de dégager sa Tyrrell Yamaha. Attention pour Brundle. Brundle à l'image qui repart sans problème en ce qui concerne. 11 secondes 5, c'est pas mal. Alors que Alesi va attaquer Eric Bernard. Ils sont toujours roue dans roue ces deux hommes et ils sont en 3e et 4e position. Voilà la sortie de route de Katayama. Je pense que c'est Katayama, le voici. Alors un Schumacher, il a 14 secondes, Alesi à 36 secondes et 4 dixièmes, Leto à 36 secondes et 8 dixièmes. Ah, c'est pas beaucoup, 4 dixièmes. Alesi qui est maintenant en 3e position, puisque oui. Coulthard est resté extrêmement longtemps immobilisé à son stand. Et Coulthard, on le pointe, je ne le vois pas dans le classement, Jean-Louis, il est très très loin, Coulthard. Et il est, il est 21. 21, voilà. Alesi, et puis Gigi Leto, et tout ce beau monde qui se rapproche. Et voici l'arrêt de Leto. Je pensais à son arrêt. Attention à vous, Pierre Van Vliet. Oui, il a piqué dans l'entrée des stands comme un avion de chasse, Gigi Leto. Mais attention, 80 km/h. Il y a le petit panneau qui lui rappelle à l'entrée des stands. Il y a Eddie Irvine avec la Jordan qui s'arrête également juste derrière lui. Alors pour Leto, chez Benetton, ça semble bien se passer. Sinon dans le 3, voilà, il repart. Après une dizaine de secondes d'arrêt. 7 secondes 5 d'arrêt pour Leto, c'est un très bon temps. Il va peut-être doubler la Ferrari de Jean Alesi grâce à cette manœuvre dans les stands et à la vélocité de ses mécaniciens. Et 11 secondes 3, 11 secondes 3 pour Eddie Irvine. À moins que Pierre, à moins que Alesi ne s'arrête dès le passage suivant,
et que son arrêt soit aussi bref que celui de Leto, auquel cas, dans le seul tour qu'il aura effectué avec des pneus usés par rapport au tour qu'effectue en ce moment Leto et ses pneus neufs, peut-être que Alesi peut espérer reprendre la piste devant le Finlandais. Si c'était le cas, je pense que le Finlandais serait catastrophé parce qu'il repartirait pour une vingtaine de tours derrière la Ferrari, impossible à dépasser à cause de son excellent moteur. Arrêt de Damon Hill avec la Williams Renault qui est en deuxième position. Vue de l'intérieur. Hakkinen s'est arrêté très tôt, vous le savez. Alors Hill va-t-il pouvoir revenir devant la McLaren Peugeot? Là aussi la question est posée. 9-0. Et vous avez vu que sur le panneau de freinage du team manager, on indique également 80 pour rappeler au pilote que c'est bien 80 à l'heure. Arrêt de Jean Alesi. Arrêt de Jean Alesi, vous aviez raison, Johnny Reeve, il s'est arrêté immédiatement après l'arrêt de Leto. Et c'est donc maintenant dans le stand Ferrari que ça se passe pour savoir si Jean Alesi va parvenir à repartir en troisième position devant la Benetton de Leto qui débouche là-bas au bout de la ligne droite. 8,62. 8 secondes 62. Attention, on va vérifier tout cela. 8 secondes 5, ça fait 1 seconde de plus d'arrêt que pour Leto. On va voir ce que cela donne au terme du tour effectué par Leto. Alors que l'on suit Pendant David Coulthard dans sa remontée. Un autre arrêt, Pierluigi Martini. Et je crains le pire quand même pour Alesi parce que, à la différence de ce qui se passait auparavant, évidemment, les 80 km/h de vitesse limite dans les stands, et bien sur des stands aussi longs que ceux de Barcelone, cela joue un rôle évidemment. Et alors que la Benetton de Leto déboulait à 300 km/h ou presque dans la ligne droite, Alesi devait quitter ses stands à 80 à l'heure. On verra à la fin du tour si cela a été pénalisant pour le pilote Ferrari. Et on se retrouve à bord de la voiture du leader de ce Grand Prix d'Espagne dans le 21e tour. Et c'est toujours Michael Schumacher avec ses boutons de rétrogradage ici à droite de votre écran dont je vous faisais mention tout à l'heure. Schumacher impérial à 44 secondes maintenant devant qui? Eh bien devant Rubens Barrichello. C'est normal puisque tout ce beau monde s'est arrêté. Barrichello qui nous refait peut-être le coup de Haïda au Grand Prix du Pacifique, où il s'était arrêté à une seule reprise, là où les autres s'arrêtaient 2 ou 3 fois. C'est d'ailleurs ce qu'il laissait entendre hier, Barrichello, à l'issue des qualifications où il a placé sa Jordan en si belle position. Il disait, il s'attardait surtout sur la stratégie que l'écurie Jordan allait employer en course au niveau des changements de pneus. Schumacher en stand. Oui, Michael Schumacher qui arrive maintenant à son tour, suivi par une Lotus. Schumacher dans la petite chicane, 80 à l'heure à l'entrée des stands. Très serré l'entrée des stands. Attention, top. Les mécaniciens sont prêts. Ils interviennent. On sait que l'arrêt de Gigi Leto était très rapide. Ravitaillement en essence. Et ça repart pour le leader Schumacher. Un peu moins bien. Seconde 6, c'est pas mal quand même. En tout cas, je peux vous dire que Leto a effectivement regardé la sortie des stands à 80 à l'heure. C'est pas très vite. Et Leto a conservé l'avantage par rapport à Alesi, ou plutôt, il a pris l'avantage sur la Ferrari d'Alesi grâce à son arrêt extrêmement rapide. Mika Hakkinen, qui avait anticipé le premier ravitaillement, a également pris l'avantage sur la Williams Renault de Damon Hill pour la 2e place. Et même un net avantage puisque désormais, entre Hakkinen et Damon Hill, il y a 4 secondes. Et voici l'arrêt de Barrichello. Oui, ça se bouscule avec Barrichello maintenant, donc il ne pourra sans doute pas faire l'impasse sur un arrêt ravitaillement et surtout changement de pneus dans la mesure où le circuit de Barcelone est très exigeant en matière de pneumatique, notamment à cause de ce nouveau règlement, alors qu'on voit Oui, on voit que tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe dans le cockpit de cette Benetton Ford? Il y a la Ligier qui est repassée aussi. Peut-être les pneus un peu froids. Peut-être qu'il faut faire attention. Attention, Michael Schumacher dans la chicane. Très mauvais arrêt pour Barrichello. Voici l'incident. C'est la Simtech de David Brabham. Attendez, il faut tout de même vérifier ce qui s'est passé pour la Benetton Ford de Michael Schumacher. Puisque la Ligier est repassée, peut-être que Schumacher n'a pas voulu outrepasser ce que lui autorisaient ces pneus un peu froids. Il est toujours en 2e position comme l'indique le classement.
Il est En talonné première par... position, pardon, comme indique le classement, devant Mika Hakkinen, pardon. Oui, la Williams Renault qui est derrière lui, c'est David Coulthard qui est à un tour évidemment. Bien sûr, mais qui passe également. Ah, cela nous laisse perplexes. Alors écoutez, on va à Paris, on va analyser la situation, on se retrouve dans quelques instants. Retour à Barcelone dans le 25e des 65 tours de ce Grand Prix avec le nouveau leader. Et oui, c'est lui, Mika Hakkinen, puisque eh bien, Schumacher est en train de céder tout doucement du terrain. Il continue à tourner. Maintenant, c'est Damon Hill qui est en deuxième position. Et je sais que Pierre Van Vliet est parti, oui, en courant chez Benetton. Pierre. Oui, j'ai des nouvelles, elles sont mauvaises pour Schumacher parce que c'est sa boîte de vitesse qui donne des signes de faiblesse. Elle serait bloquée en 5e rapport, ce qui explique que Schumacher se traîne à relativement faible allure, en tout cas par endroits sur le circuit, depuis qu'il est reparti après son arrêt pour ravitailler et changer de pneus. Ah, c'est la plus mauvaise chose qui pouvait lui arriver parce qu'il n'est pas assez rapide dans la ligne droite, il n'est pas assez lent ou en bon reprise dans les virages serrés, et notamment dans ce ralentisseur. Alain Prost à Paris, c'est très difficile. Est-ce qu'on va vers l'abandon irrémédiable de Michael Schumacher? Bon, je crois qu'il va continuer encore un petit peu pour voir si, on ne sait jamais, par miracle, la boîte refonctionnait ou à peu près normalement. Mais quand une boîte de vitesse est bloquée sur un rapport, il y a quand même normalement très peu de chance. On l'a vu juste avant son arrêt, il avait un problème. Je pensais personnellement que c'était peut-être un problème de moteur qui ratatouillait. Mais il essayait apparemment de changer de vitesse, ça n'allait pas, donc je suppose qu'il devrait abandonner quand il verra qu'il ne sera plus dans les points et qu'il ne pourra pas terminer ce Grand Prix. Alors cela nous laisse un Grand Prix d'Espagne qui rebondit totalement puisque cela nous donne Mika Hakkinen avec sa McLaren Peugeot à 3 secondes et 5 dixièmes devant Damon Hill et la Williams Renault. Johnny, c'est une page d'histoire qui est peut-être en train de se tourner. Alors voilà, ne pas confondre, Hakkinen n'est pas en train de doubler la Williams Renault de Damon Hill qui roule derrière lui. Il s'agit de Coulthard qui, du fait de son long arrêt tout à l'heure, concède un tour de retard au nouveau leader Hakkinen. Et là, nous avons en gros grossi pour une loupe énorme, un duel que tout le monde guettait depuis le début de la saison. C'est le duel entre Peugeot et Renault, les deux motoristes français qui sont si brillants en Formule 1. Renault champion du monde en 1992 et 1993 et Peugeot qui effectue des débuts en Formule 1 absolument remarquables. Je vais parler de Peugeot en disant que ce sont les inventeurs du moteur 4 soupapes par cylindre, double Wacom en tête en 19 dans 6. Voilà pour l'instant la référence, bien sûr, avec l'épopée formidable des 205 Turbo 16 et de la 905 aux 24 heures du Mans, mais tout de même en Formule 1. Dans cette histoire de la Formule 1 moderne, si les choses restaient en l'état, on le souhaite après tout pour Peugeot, pourquoi pas, eh bien ce serait donc une page d'histoire qui serait tournée. Schumacher, lui, il continue de rétrograder tout doucement. Il est toujours en 3e position dans le 26e tour. Nous sommes là au début du 27e tour, le voici. Et il va essayer, comme le disait Alain Prost, peut-être de débloquer sa boîte. On a vu cela, je crois, avec Niki Lauda une année au Grand Prix d'Autriche, je crois, sur les McLaren à moteur TAG Porsche. Mais cela tiendrait peut-être du miracle mécanique. En tout cas, Leto, lui, est en 4e position, pour l'instant très loin encore de Schumacher, avec Alesi en 5e position, Brundle 6, Blundell 7, Fittipaldi 8, Irvine 9, Berger 10, Barrichello 11, Martini 12, Coulthard 13, Coulthard qui est à un tour et qui est le premier des retardataires. Herbert est 14e, Panis avec la Ligier Renault 15e, Zanardi 16e, Gachot 17e, Bernard 18e, Morbidelli, on a vu arrêté au stand et abandonné, et bien il est toujours classé. Et c'est maintenant Brabham qui a pris sa place. Et puis derrière, eh bien, c'est fini pour bon nombre de pilotes, dont Frentzen, Thomas, Katayama, Alboreto, Belmondo et Beretta. D'ailleurs, si vous avez un peu de mémoire, on va faire un petit top position. N'oubliez pas, 36-15 TF1. Et retour donc ici dans cette ligne droite.
Alors la difficulté, Jean-Louis, pour Schumacher sur un tel circuit par rapport au fait que vous signaliez tout à l'heure de l'Oda à Zellweg en panne de boîte de vitesse, c'est que Zellweg est un circuit qui ne comportait que des courbes très rapides et où rester sur un rapport élevé de la boîte de vitesse posait des difficultés, mais pas trop, tandis qu'ici, le circuit de Barcelone est très complet avec des courbes rapides, mais aussi des virages très serrés, et arracher sa voiture d'un virage serré quand elle est restée sur le 5e rapport, cela doit coûter beaucoup à Schumacher, tant pour relancer son moteur que pour, comment dirais-je, non mais garder un rythme suffisant pour que ses pneus ne s'encrassent pas, ne refroidissent pas, etc. Oui, donc tout ça va devenir très complexe alors que les drapeaux jaunes sont agités. C'est Berger qui vient de s'arrêter dans la ligne droite des stands en difficulté avec des problèmes mécaniques. Et nous revenons là dans la McLaren Peugeot de Martin Brundle qui est en 6e position. Martin Brundle, le finisseur, comme l'appelle Alain Prost. Et il est, Martin Brundle, juste sur les talons de Jean Alesi. Cela va nous rappeler le Grand Prix du Brésil 1980. Voilà Berger qui a abandonné sur la Ferrari. Oui. Avec ces deux garçons qui ne s'apprécient pas beaucoup d'ailleurs, il faut bien le dire. Alesi et Brundle. Et Brundle qui est exactement dans la situation qu'occupait Leto en début de course. Il est derrière la Ferrari avec un moteur moins fort que le Ferrari. Et pour lui se posera comme pour Leto tout à l'heure le problème de dépasser la Ferrari à l'occasion des arrêts au stand, s'arrêter, prendre allez-y de surprise ou de vitesse lors des arrêts. Alors je peux vous dire que dans les stands, cela s'agite encore un petit peu. Chez Benetton, c'est à la radio que ça se passe, parce que Schumacher se demande un peu quelle attitude adopter. Est-ce que ça vaut la peine de s'arrêter pour envisager une éventuelle réparation, ou en tout cas voir ce qu'il y a moyen de faire sur cette boîte de vitesse? Alors que chez McLaren, juste derrière moi, eh bien c'est Mika Häkkinen, le leader de ce Grand Prix d'Espagne, qui va s'arrêter pour changer de pneu. Vous vous souvenez qu'il avait été le premier tout à l'heure à procéder de la sorte, et donc il va sans doute être le premier à ouvrir le bal pour la deuxième série de changement de pneumatique et de ravitaillement. Mika Häkkinen en tête du Grand Prix avec la McLaren Peugeot, vous l'avez dit, c'est une première historique, et on va essayer de bien gérer cette course sur le plan stratégique chez McLaren. Voilà, eh bien la distance qui sépare Häkkinen de Hill, elle est pour l'instant de 7 secondes et 1 dixième. 7 secondes et 1 dixième. Alain Prost à Paris, est-ce que vous, sur le plan tactique, vous auriez procédé différemment? Est-ce que vous seriez maintenant parti pour une distance jusqu'à l'arrivée de la course, ou vous estimez qu'il faut encore changer de pneu? Alain? De toute façon, la tactique, elle a été décidée avant avec les managers, avec Ron Dennis. Donc il ne peut pas continuer, certainement il a besoin de toute façon d'essence. Et là je pense que dans un schéma tel qu'il est, il faut gérer la course comme ils avaient prévu au début. Et 7 secondes d'avance, ça lui permet quand même de voir venir. On a vu au début de la course qu'il était peut-être un petit peu gêné pendant 2-3 tours, mais après qu'il était un peu plus rapide que Damon Hill. Donc ce sera, c'est vrai, difficile pour Damon et la Williams qui tient quand même un peu moins bien la route, il faut le reconnaître. C'est dommage pour Schumacher, c'est bien pour Häkkinen et pour Damon Hill. Dans l'optique du championnat, je pense qu'un pilote comme Damon avec la Williams et le moteur Renault a besoin de marquer des points, si possible 10 bien entendu aujourd'hui, ce serait fantastique, car il ne faut pas oublier qu'après il y a le Grand Prix du Canada qui n'est pas encore très favorable, mais il y a des Grands Prix pendant l'été qui sont très rapides. D'ici là, je pense que la Williams se sera améliorée sur le plan tenue de route, mais surtout le moteur Renault fera parler la cavalerie. Donc le championnat n'est peut-être pas complètement perdu, même si la domination des Benetton pour l'instant, et surtout celle de Schumacher, est quand même très indéniable et presque insolente. Alors, en tête, Mika Häkkinen avec 7 secondes et 9 dixièmes d'avance sur Damon Hill. En 3e position, Michael Schumacher toujours, alors que je crois qu'il y a une McLaren au centre. Oui, c'est Häkkinen. Alors le leader, attention, stop. Le leader. Et chez McLaren, vous le savez, on est très professionnel. Les mécaniciens lèvent le bras aux 4 points de la voiture et c'est reparti. 7 secondes, presque 8 secondes, en tout cas c'est bien joué. Häkkinen, eh bien dans le fait de son ralentissement, il avait plus que 2 secondes d'avance sur Damon Hill. Il faut attendre maintenant le tour suivant pour établir un vrai classement. Schumacher toujours 3e et loin, il était à 18 secondes. Et puis Leto 4e avec Alesi qui mène ce groupe formidable maintenant. Alesi, Brundle, Blundell, Fittipaldi, Irvine et Barrichello. Non, il est plus loin. Fittipaldi et Irvine. Un groupe formidable. On voit même que derrière Alesi, on commence à s'échauffer un petit peu parce qu'il faut laisser refroidir les voitures. On ne peut pas faire toute la course
dans l'aspiration, dans le sillage de la Ferrari d'Alésie. Donc ça devient un petit peu plus complexe. Johnny. Alors, au niveau de la stratégie de McLaren, il faut se poser des questions, car Häkkinen a déjà observé 2 changements de pneus alors qu'on n'est même pas à la mi-course. Combien d'arrêts va-t-il faire? Combien d'arrêts Ron Dennis chez McLaren a-t-il programmé de faire observer à Mika Häkkinen? Peut-être de cela dépend l'issue de la course, si la McLaren Peugeot et la Williams-Renault s'avèrent d'une fiabilité égale. Alors que Bertrand Gachot est entré au stand, Gachot qui est en 17e position à un tour, et que l'on voit ici les 2 Williams-Renault côte à côte, mais ne confondez pas, Damon Hill, lui, est en tête de la course maintenant dans le 31e tour, alors que Coulthard est 12e. Coulthard qui va bientôt concéder un tour de retard, et cela à son leader. Assez émouvant de voir ces 2 Williams regroupés avec Damon Hill en tête de la course. Damon Hill dont le casque est peint aux couleurs du casque de son père Graham Hill, qui a été 2 fois champion du monde. Le nouvel équipier de Damon Hill et Coulthard est écossais, comme l'était l'équipier, comme le fut longtemps l'équipier de Graham Hill, qui n'était autre que Jim Clark, un autre écossais extrêmement célèbre qui occupait à l'époque dans le cœur des spectateurs de la Formule 1 la place qu'occupait Ayrton Senna il y a encore 2 semaines. Alain Prost à Paris, vous qui êtes quand même très proche de Williams et de cette équipe Williams-Renault, est-ce que vous sentez que chez Williams-Renault on est en train de se rétablir tout doucement, de se sortir un peu de cette situation totalement traumatique? Vraiment une situation très difficile, enfin psychologiquement très difficile. Vous avez parlé tout à l'heure de technique, mais quand même le vrai problème il est surtout psychologique, et c'est difficile de remotiver un petit peu les gens après ce qui s'est passé, surtout que la voiture n'était pas très bonne dès le départ de la saison. Donc maintenant il y a des nouveaux règlements, ça va encore évoluer pendant les semaines qui vont suivre, donc c'est évidemment difficile, mais je crois qu'un très bon résultat permettrait à l'équipe de repartir d'un bon pied, surtout avec le possible abandon, ou en tout cas la moindre performance de Schumacher, qui était parti pour gagner cette course facilement, relancerait un petit peu la machine, et notamment le championnat. Sur le plan psychologique, je pense que Damon en a aussi bien besoin, car il s'est trouvé dans une situation difficile pendant l'hiver avec l'arrivée de Senna. Il s'est retrouvé, je dirais presque logiquement, dans la position de numéro 2. La voiture n'étant pas très bonne, il a été un petit peu désemparé. Après la disparition tragique d'Ayrton, il se retrouve premier pilote. Donc il a besoin d'un déclic psychologique qui peut peut-être arriver aujourd'hui. Alors qu'on revient sur la tête de ce Grand Prix d'Espagne, avec Hill toujours devant, Schumacher en 2e position à 10 secondes. Ouais, on dirait que Schumacher se reprend. Alain, est-ce qu'il est possible que la boîte de vitesse ne fonctionnant plus, elle se remette à fonctionner? Est-ce qu'on peut envisager ça? Oui, enfin, je dirais que c'est pas complètement impossible, mais tout dépend de l'origine du mal, si c'est un problème mécanique ou un problème électronique. Tout à l'heure, on parlait de ce qui était intervenu à Lauda, je crois, à une certaine époque. Personnellement, en 81, quand j'ai gagné mon premier Grand Prix, vous savez, j'avais un problème de boîte de vitesse. Il y a eu l'interruption de la course, et par la 2e partie de la course, la boîte de vitesse marchait très bien, mais à l'époque on avait des leviers manuels, et bien entendu il y avait un problème de sélection plus qu'à l'intérieur de la boîte de vitesse. Donc là c'était Pardon Alain, arrêt de David Coulthard sur la 2e Williams-Renault. Coulthard qui est directement rentré au garage et qui va donc probablement être contraint à l'abandon. Qu'est-ce qui se passe du côté de cette Williams-Renault? C'est une alerte importante, très importante, alors que là nous avons reprend Adrian Newey, le concepteur de cette voiture. C'est important parce que la même alerte peut intervenir du côté de Damon Hill. Et Coulthard se dégrafe, c'est donc l'abandon pour le jeune pilote écossais qui a débuté dans ce Grand Prix d'Espagne sur cette Williams-Renault. On va tout de suite aller aux nouvelles pour savoir si le problème mécanique, de quel ordre est-il? Et pendant ce temps, Pierre, Martin Brundle s'est défait de Jean Alesi. Il a même lâché complètement la Ferrari. Il a pris une marge de 5 secondes sur Alesi, qui est actuellement donc 6e et qui continue à maîtriser derrière lui Blundell,
Fittipaldi, Irvine et Barrichello est un peu plus loin. Barrichello qui est 10e après l'arrêt de 25 secondes qu'il a observé en début de course. Alors que nous sommes justement à la mi-course et que l'on voit ici la Benetton Ford qui est pour l'instant en deuxième position. Alors, la Benetton qui tourne actuellement à l'Orlogerie Coulthard et qui rencontre David Brown et Denis Chevrier, ses ingénieurs, les ennuis qu'il a rencontrés au volant de sa Williams Renault. et Pierre Van Dyck qui est à côté d'eux. On entend, Pierre, par le truchement de votre micro, David Coulthard. Et son ingénieur motoriste Denis Chevrier. Il semblerait que ce soit également un problème de boîte de vitesse à l'origine de l'abandon de la Williams Renault de Coulthard. Mais on va essayer de demander à Denis Chevrier qui est à côté de nous, quelle est la raison des problèmes mécaniques de David? On a des problèmes d'accélérateur en ce qui nous concerne, et je pense qu'il y a eu une détérioration générale du système hydraulique de la voiture. Donc devant le danger que ça peut représenter, le mieux c'était vraiment de l'arrêter. Merci à Denis Chevrier, l'ingénieur motoriste attaché à la fameuse Williams Renault numéro 2. J'espère que ce n'est pas un problème de surchauffe hydraulique. C'était quelque chose qui avait handicapé... Non, c'est sorti très juste. Schumacher qui prend tous les risques dans les virages et qui réduit son retard sur Demonil. Il est deuxième actuellement Schumacher. Il n'est plus qu'à 7 secondes 8 de Demonil, alors que tout à l'heure il était à 11 secondes. Il tourne environ en 1 minute 27 secondes et 5-6 dixièmes au tour. C'est moins 8 que son tour le plus rapide effectué tout à l'heure. Une sortie de route, c'est Bertrand Gachot avec l'aileron bien cassé. Le meilleur tour de Schumacher fixé en début de course au 18e tour était de 1 minute 25 secondes et 1 dixième. Là il tourne en 1,27 et demi, donc on sent qu'il a toujours des problèmes, mais peut-être surmonte-t-il une partie de ces problèmes et c'est ainsi qu'on peut expliquer peut-être qu'il revient sur Demonil tout doucettement. La centrale hydraulique, c'est la partie maintenant vitale de ces Formule 1 modernes. Et je vous le disais, c'était au Japon que Mika Hakkinen avait connu d'énormes problèmes qui d'ailleurs l'avaient contraint à abandonner avec sa McLaren Peugeot. Alors peut-être que ce qui se passe sur la Benetton Ford, alors qu'on voit là, c'est un aileron effondré, Johnny. Je crois qu'il n'avait pas touché, l'aileron s'est effondré tout seul. Je pense que là, il faut quand même réfléchir sérieusement à ce type de voiture qui me paraît insuffisamment préparée. Pacific est une écurie qui est certainement très peu de moyens et certainement des moyens qu'on peut qualifier d'insuffisants pour aligner une Formule 1 en Grand Prix. Le problème se pose depuis le début de la saison. Ces voitures, quoique assemblées, calculées avec beaucoup de bonne volonté, sont réalisées de façon... Tiens, Fittipaldi abandonne. Malchance, Fittipaldi appartenait au groupe qui talonnait Jean Alesi. Il était 8e. Alain Prost. Oui. Non, il serait intéressant d'entendre justement le bruit du moteur bien entendu, pour savoir si Schumacher peut changer de vitesse ou pas. On l'a entendu à un moment, mais dans la ligne droite, il ne semblait pas qu'il changeait de vitesse. Donc s'il reste en 5e vitesse pendant tout le circuit, comme on a pu le comprendre à un moment, ça paraît assez exceptionnel de pouvoir revenir sur la Williams de Demonil. Ou alors il aurait peut-être retrouvé l'usage de 3 autres rapports à partir du moment où ici on passe la 6e vitesse uniquement dans la ligne droite, donc ce serait peut-être un moindre handicap. Mais apparemment il ne rétrograde pas. Non, absolument, Alain. Je viens de m'entretenir avec Rory Byrne, ingénieur chez Benetton, qui est relié évidemment par radio avec Michael Schumacher, et qui nous confirme qu'il est toujours bloqué en 5e vitesse et qu'il parvient à réaliser des temps assez exceptionnels, vous l'avez souligné, en étant bloqué en 5e rapport. Le problème évidemment, c'est que faire maintenant? Il continue pour l'instant. Il est évident que s'il s'arrête, et il devra s'arrêter tôt ou tard pour mettre de l'essence dans la voiture tout simplement, eh bien il risque de ne pas pouvoir repartir évidemment, parce que démarrer en 5e, c'est une autre histoire. Eh bien je vais vous les donner les temps, mon cher Pierre. Il tourne Schumacher en 1,27,061 et le dernier tour de Demonil en tête de la course c'est 1,27,138. Oui, on a bien entendu, effectivement, que Michael Schumacher ne rétrogradait pas. Alors,
sur le volant dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien c'est la première fois qu'elles sont installées sur les Benetton. C'est tout d'abord McLaren qui les a utilisées et puis ensuite Williams Renault et je crois aussi également Tyrrell. C'est la première fois que c'est sur la Benetton. Ceci peut-être explique cela. Hill toujours en tête, Schumacher toujours deuxième à 9 secondes de Hill, Hakkinen en troisième position, Hakkinen qui s'est arrêté, vous l'avez dit, pour changer de pneumatique, alors que là c'est David Brabham qui est reparti tout à l'heure après sa figure. Le quatrième c'est Gigi Letto, le cinquième Brundle, le sixième Alesi, le septième Irvine, le huitième Barrichello, le neuvième Blundell, le 10e Martini, le 11e Herbert, le 12e Panis sur la Ligier Renault, le 13e Zanardi sur la Lotus Honda, le 14e, eh bien, c'était Christian Fittipaldi, on l'a vu rentrer, et maintenant le 14e, c'est Eric Bernard, le 15e étant David Brabham qui ferme la marche. Il ne reste plus que 15 voitures en course dans ce Grand Prix d'Espagne. Nous allons à Paris et nous nous retrouvons dans quelques instants. Barcelone au Grand Prix d'Espagne de Formule 1 dans le 41e des 65 tours de course, avec maintenant ce qui nous attend de plus proche, eh bien ce sont les ravitaillements de Damon Hill en tête de la course et de Mika Hakkinen en troisième position. Alain, vous avez vous une explication tactique à nous donner? Une explication non, mais enfin certainement on voit que la tactique McLaren et la tactique Williams a été apparemment différente. Je pense qu'ils vont tous les deux s'arrêter encore une fois pour le ravitaillement, c'est-à-dire 2 pour l'un et 3 pour l'autre, c'est-à-dire 3 pour Hakkinen et McLaren et 2 pour Williams. Donc apparemment un avantage maintenant pour Damon et la Williams Renault, car il y a à peu près une quinzaine de secondes qui les séparent, et même si la fin de course risque d'être un peu plus serrée, je crois que c'est quand même à l'avantage de la Williams. En ce qui concerne... Il y a du monde dans les stands, vous l'entendez, c'est Martin Brundle qui vient de ravitailler pour la deuxième fois chez McLaren Peugeot. Il y a Gigi Letto qui s'est arrêté chez Benetton. Et effectivement, Alain, pour l'instant, la tendance, on le constate sur la piste, Damon Hill va s'arrêter au prochain passage, normalement, pour son deuxième arrêt, alors que Hakkinen s'est déjà arrêté il y a maintenant une bonne dizaine de tours. En principe, sur le papier, visiblement, c'était prévu 4 arrêts chez McLaren, 3 chez Williams. Damon Hill chez vous, Pierre. Voilà, Damon Hill qui arrive pour son deuxième arrêt, ravitaillement, changement de pneumatique. Donc il va repartir derrière Hakkinen évidemment. Alors la question est de savoir si McLaren peut encore corriger le tir, étant donné ce qui se passe, s'ils peuvent décider par exemple lors du prochain arrêt de Mika Hakkinen, eh bien de rajouter davantage de carburant pour lui permettre d'aller au bout. Eh bien 5 secondes 8 affichées, c'est pas mal. Nous avec Johnny, nous avons trouvé 8 secondes et demie. Alors il y a quand même quelque chose à nos chronométrages, à nos chronomètres respectifs. Donc c'est un peu juste comme chronométrage. On va trancher, on va mettre aux environs 7 secondes. Attention, une image au ralenti. Un moteur qui fume, Oui, c'est une Jordan. Jordan. Et Casque clair, c'est peut-être Barrichello. Plutôt Barrichello que Eddie Irvine dont le casque est orange. En tout cas, eh bien, après ces 2 arrêts ravitaillement successifs, non, c'est Barrichello puisque Irvine est en train de rentrer au stand. Après ces 2 arrêts ravitaillement successifs, voilà le leader, c'est Michael Schumacher qui revient à la vitesse des bottes de 7 lieues de l'ogre des enfants, une 26-8 autour. Eh bien, Schumacher, s'il peut ravitailler, c'est-à-dire s'il peut s'arrêter pour mettre de l'essence, on l'espère pour lui, eh bien il va vraiment faire quelque chose de très très beau, Johnny. Mais alors là, Schumacher obligé de quitter son stand en 5e vitesse. Ça va être plus dur. On va voir si la Benetton a réussi à repartir sur un rapport aussi élevé qui doit l'entraîner à quelque chose comme 260 à l'heure. Est-ce que l'embrayage tiendra le coup si Schumacher essaie de la relancer et surtout de la garder à moins de 80 à l'heure? Alors écoutez, oui, Prost, Alain à Paris. Oui, ça, c'est tout le problème, mais je pense que bon, le moteur Ford est quand même un moteur très souple, mais c'est vrai que bon, déjà, il ne faudra pas qu'il cale au moins une fois, il peut caler, ça peut arriver. Il faudra qu'il prenne un maximum de tours, qu'il fasse patiner l'embrayage pendant assez longtemps, donc il faut qu'il sacrifie bien entendu 3-4 secondes pour se concentrer sur son démarrage. Après, continuer à 80 à l'heure, je pense que ça, c'est pas un vrai problème. Les moteurs de Formule 1 sont devenus de plus en plus souples au fil du temps. Et on le voit d'ailleurs sur un circuit comme Barcelone, où il y a seulement un virage en seconde, tout le reste c'est 3e, 4e, c'est un peu moins pénalisant.
Mais ce qu'il fait est absolument fabuleux et ça prouve toutes les qualités, bien entendu, du pilote, mais surtout de la machine, je dirais, du moteur, de la boîte de vitesse, même si elle est tombée en panne. C'est absolument ahurissant de tourner pratiquement aussi vite que ses rivaux directs. Vous avez raison, Alain, sur le plan de l'homme et donc du pilote, mais également sur le plan de la machine. C'est parfaitement ahurissant. Le dernier tour de Schumacher, c'est une 28 de 140, alors qu'il est en tête maintenant dans le 43e tour de ce Grand Prix d'Espagne, devant Mika Häkkinen à 5 secondes et 6 dixièmes, et devant Damon Hill à 24 secondes et 2 dixièmes, alors que là c'est une Lotus qui est sortie. C'est Johnny Herbert. C'est Johnny Herbert qui nous laisse de moins en moins de voitures, cette attaque magistrale, et arrêt dans le bac de sable, juste avant le mur, ce qui nous laisse maintenant, eh bien, tout simplement 14 voitures en course, un Schumacher, 2 Häkkinen, alors que ça c'est Irvine, qui venait de s'arrêter à son stand, et qui a peut-être voulu prendre l'échappatoire. 1 Schumacher, 2 Häkkinen, 3 Hill, 4 Leto, 5 Brundle, 6 Blundell, 7 Irvine, 8 Alesi, 9e Marcy à 1 tour, 10e Panis à 1 tour, 11e Bernard à 2 tours, 12e Zanardi à 2 tours, 13e Brabham à 3 tours, et 14e, eh bien c'est toujours dans le classement, mais c'est Barrichello, on l'a vu, lui en difficulté radicale et définitive. Alors 2 informations en provenance des stands, Jean-Louis. La première, c'est qu'on est prêt chez McLaren à ravitailler, comme Brundle vient de le faire. Eh bien, il faut croire qu'on conserve la tactique initiale qui consiste à faire arrêter Mika Häkkinen en principe à 4 reprises si nos calculs sont bons. Alors que chez Benetton, eh bien, on passe le panneau à Michael Schumacher. Fuel, ben oui, bonne question. Jusqu'où pourra-t-il tenir? Je crois que nous touchons là au point sensible du débat qui nous occupe. Il va falloir justement trancher le nœud gordien. Vous avez raison, Pierre Van Dit. C'est là que on va voir Benetton au pied du mur. Oui, on a carrément passé la flèche maintenant à Schumacher parce qu'on craint la panne sèche évidemment. Et chez Benetton, les mécaniciens se préparent à accueillir la voiture du leader du championnat du monde, Michael Schumacher. Et nous allons donc savoir, lorsque chez McLaren on est prêt également, on pourrait donc assister à un double arrêt en même temps de Häkkinen et de Schumacher. Mais évidemment, ça va être beaucoup plus dur pour Schumacher de quitter les stands en 5e. Vous l'avez souligné tout à l'heure, même si Alain Prost nous prétend que c'est techniquement possible. On va suivre ça avec intérêt. C'est peut-être la raison pour laquelle Schumacher n'obéit pas à la consigne de s'arrêter à son stand, peut-être convaincu qu'il est de ne pas pouvoir reprendre la piste après ça, et donc il fait durer autant que sa voiture peut durer. eh bien, on va voir cela dans quelques instants. On va jouer tout de suite à un jeu top position. C'est très facile. Enfin, tapez 3615 TF1 pour gagner. Alors Pierre, vous allez être au premier rang pour voir tout ça s'agiter devant vous. Absolument, il y a les flèches qui sont prêtes, les panneaux, les ingénieurs discutent par radio du côté de chez Benetton avec Michael Schumacher. Häkkinen chez vous, Pierre. Häkkinen d'abord, tout à fait. Alors chez McLaren, on est prêt. Schumacher est juste devant lui. Voilà. Allez, Schumacher s'arrête. Et il donne des grands coups de gaz, Schumacher, pour maintenir un régime moteur suffisant. Häkkinen est arrêté exactement en même temps. Alors attention, il arrive à repartir. Le patiné l'embrayage et ça repart. 8 secondes, ça c'est formidable. Schumacher, 8 secondes, 7 secondes 86 exactement. Ça c'est formidable. Franchement, eh bien, Schumacher va conserver la tête de ce Grand Prix d'Espagne. Le leader du championnat du monde, vous l'avez dit, le leader de ce Grand Prix d'Espagne dans le 46e tour de course. Eh bien, ceux qui n'auront pas regardé ce Grand Prix auront eu tort. Il est vraiment passionnant, absolument passionnant. Nous sommes pour l'instant à 20 tours de l'arrivée et tout reste ouvert entre Schumacher, en difficulté vous le savez, mais tout de même en tête du Grand Prix d'Espagne. Et puis Häkkinen qui est juste derrière lui et qui a ravitaillé en même temps, et comme Prost nous le disait, avec une tactique de course un peu différente. Et puis celui que vous avez à l'image sur la Williams-Renault rescapée, la seule Williams-Renault encore en course, je veux parler de Damon Hill qui va prendre maintenant, évidemment, à cause du ravitaillement des deux autres, la tête de la course. Il est pas loin.
Il n'est pas loin du tout de le faire. Il va bientôt approcher de la ligne de chronométrage. Et quand il aura bouclé le 46e tour de course, eh bien, il sera en tête à son tour. En tout cas, Schumacher, c'est inouï, Johnny. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir, on peut penser que chez Benetton, on a mis suffisamment d'essence dans le réservoir pour que Schumacher termine le Grand Prix sans s'arrêter, étant donné les difficultés que ça lui pose. Reste à savoir ce que va faire Häkkinen, ce qu'on a prévu chez McLaren, à savoir encore un arrêt pour Häkkinen ou bien la même tactique, la même stratégie que pour la Benetton de l'Allemand. Continuer la course jusqu'à la fin avec suffisamment d'essence et les mêmes pneus. Alain, est-ce que vous croyez que Michael Schumacher a retrouvé partiellement l'utilisation d'un autre rapport de boîte de vitesse? J'ai pas l'impression qu'il rétrograde, c'est-à-dire qu'il change de vitesse à l'amorce des défreinages. On l'a vu partir mieux que ce qu'on pensait d'ailleurs des stands. Mais non, il est très possible qu'il reste encore en 5e. Mais vous savez, le pilote s'habitue petit à petit au fait qu'il n'ait qu'un rapport. C'est vrai que c'est très très difficile à conduire, mais c'est aussi un circuit où ça se prête. Il va certainement user au maximum les freins parce qu'il a bien entendu plus de freins moteurs au rétrogradage. Mais c'est pas un circuit non plus très très dur pour les freins. Donc il a la possibilité de terminer ce Grand Prix à une très très bonne place. Certainement pas la première si les concurrents n'ont pas de problème technique, mais c'est déjà inespéré pour lui en tête du championnat de marquer peut-être 4 points, peut-être 6 points. Mais l'intérêt maintenant de la course, c'est surtout la bagarre pour la première place entre Hill et Häkkinen. Je pense sincèrement que Häkkinen devrait continuer jusqu'à la fin. Il reste 20 tours et certainement McLaren a dû mettre assez d'essence pour finir les 20 tours. En tout cas, Damon Hill est en tête à l'issue du 47e tour, alors que tout l'état-major de l'écurie Benetton Ford suit l'évolution de Michael Schumacher. Damon Hill en tête avec 6 secondes et 6 dixièmes d'avance sur Michael Schumacher et 10 secondes toute ronde sur la McLaren Peugeot de Mika Häkkinen. Le temps autour des 3 hommes, c'est significatif. Il tourne en 1,27 et 1 dixième dans le dernier tour. Schumacher en 1,27, 9 dixièmes et Häkkinen en 1,27, 6. Vous voyez que tout cela est quand même relativement proche. Et si Häkkinen est à portée de Schumacher pour venir inquiéter l'Allemand pour la conquête de la 2e place, pour l'instant, Damon Hill paraît hors de portée du Finlandais qui est ici à l'image. Alors une information importante des stands, Jean-Louis, c'est chez Williams Renault. On passe maintenant un panneau à Damon Hill, le leader du Grand Prix. Oil Pump On. Alors ça signifie sans doute qu'il doit brancher la pompe d'huile, mais Alain Prost, pilote Williams Renault tout au long de la saison 93, va peut-être nous éclairer. Oui, c'est sans rentrer dans les détails techniques, mais vous savez, Barcelone est un circuit, il y a des grandes courbes, notamment les 2 grandes courbes avant la ligne droite des tribunes. Et il y a souvent un problème où il peut se procurer un problème de déjaugeage d'huile, surtout en fin de course. Et bien entendu, Damon devra actionner un petit bouton pour permettre justement qu'il n'y ait pas de problème de déjaugeage. Que la pompe à huile soit réamorcée et qu'on évite ici un bris de bielle. Voilà la solution. Mais Alain, ça fait un peu peur, ça nous inquiète un petit peu. Ah non. Si vous dites. Non, c'est tout à fait normal et logique. Pas de problème. C'est prévu. Oh, si c'est prévu, alors parfait. En tout cas, Damon Hill devant Schumacher. Aïe, 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 boum. Vous voyez, ben voilà, de l'huile, on en parlait justement. Pour Mika Häkkinen et son moteur V10 Peugeot, lui, il a oublié d'actionner la pompe. Je dis ça en plaisantant, ce n'est pas très gentil, mais en tout cas, Häkkinen, c'était celui qui, chez McLaren Peugeot, pouvait naturellement mener et voir gagner ce Grand Prix. En tout cas, on l'a cru un moment. Et bien ça, maintenant, c'est un espoir qui s'effondre totalement, puisque Brundle, avec la 2e McLaren Peugeot, lui, est en 5e position. Alors là, voilà qui va permettre à l'un, je crois, à Hill et Schumacher de respirer. Oui, surtout Schumacher, parce que Häkkinen était quand même à plus de 10 ou 12 secondes, je crois, ou 11 secondes de Hill. Donc là, Schumacher peut attaquer, il peut essayer malgré tout d'essayer de combler le retard sur Damon. Mais vous savez,
s'il n'a qu'une 5e vitesse, ce sera de toute façon pratiquement impossible de dépasser. C'est-à-dire au freinage, il n'aura pas la faculté de freiner le mètre ou les 2 mètres supplémentaires, enfin un peu plus tard pour dépasser Damon, sans utiliser quand même un peu de frein moteur, sans pouvoir rentrer sur le rapport convenable. Dans la ligne droite, il ne peut pas mettre la 6e, donc il est handicapé sur le plan de la vitesse de pointe. Donc sa tactique, bien entendu, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible de Damon et on ne sait jamais le pousser à la faute. Mais je crois qu'il serait, malgré tous ces problèmes, content de récolter les 6 points de la 2e place. Alain, je fais appel à vos qualités de technicien. Est-ce que vous croyez que c'est cette ligne droite de 1200 mètres ici à Barcelone qui a eu raison du moteur Peugeot? La ligne droite, c'est une chose, mais c'est, comme je vous disais tout à l'heure aussi, un circuit difficile pour les moteurs parce que on est à pleine charge dans des grandes courbes, justement, il y a des problèmes de déjaugeage et on tire beaucoup sur le moteur. C'est un circuit, de toute façon, où il y a toujours eu beaucoup de casse mécanique. Bon, il ne faut pas oublier que c'est le 5e Grand Prix seulement cette année du moteur Peugeot et oui, ça peut arriver. C'est évident, bien sûr qu'on se gardera bien de dire qu'il s'agit d'un duel à armes égales entre Renault et Peugeot. N'oublions pas, nous l'avons précisé tout à l'heure avec Johnny à mes côtés, que ce moteur Peugeot de Formule 1, eh bien, il livrait ici son 5e Grand Prix. Ce n'est rien en comparaison de la longue expérience victorieuse de Renault. Une des fiertés de Jean-Pierre Jabouille en arrivant ici, c'était que jusqu'ici, aucun moteur Peugeot de Formule 1 n'avait cassé ni en essai ni en course, ni en essai privé même. Nous n'avons pas encore cassé un moteur, c'était un exploit. Bon ben, tout a une fin, surtout pour des moteurs qui sont sollicités aussi fort que les moteurs de Formule 1 en compétition. Alors le classement au 51e tour de ce Grand Prix d'Espagne, en tête Damon Hill avec 8 secondes d'avance sur Michael Schumacher. Le 3e est Gigi Leto, 31 secondes de plus loin. Le 4e est Martin Brundle. Le 5e, Marc Blundell. Et le 6e, Jean Alesi, dont on voit la Ferrari. Jean Alesi qui re-rentre dans les points. Manifestement, la Ferrari, qui vient de concéder un tour là à la Williams-Renault, manifestement la Ferrari n'a pas pu tenir le coup, Johnny, au rythme que lui imposait Jean, parce que c'était un rythme, il était vraiment sur la corde raide. C'est la cruelle vérité de la course. Au fil des tours, Jean Alesi n'a pas pu empêcher sa Ferrari de montrer son véritable visage, c'est-à-dire une voiture qui, sur un circuit sollicitant autant la tenue de route que celui de Barcelone, il a fait un écart dans l'herbe, un tête à queue. Un tête à queue, et c'est la raison pour laquelle Damon Hill a pu le dépasser d'une façon aussi facile. Jean Alesi, en repartant après son tête à queue, a serré un côté de la route, ouvrant complètement le passage à Damon Hill. Et le voici maintenant toujours en 6e position, mais à un tour du leader et de la Williams-Renault. Une Williams-Renault dont il faut se féliciter de la revoir en tête. Ça n'était pas arrivé, sauf erreur de ma part, mais je crois que ça n'était pas arrivé depuis le Grand Prix du Brésil, depuis le Grand Prix d'ouverture du championnat 1994, dont la première moitié avait été dominée par Ayrton Senna. Avec Michael Schumacher, qui était juste derrière lui et qui l'avait passé dans les stands. Alors que là, Pierre Van Vliet, vous êtes avec un casque. Ben oui, c'est le casque de Michael Schumacher. C'est une petite anecdote, c'est le casque de réserve, hein, je vous rassure, il est toujours casqué. Petite anecdote, vous vous souvenez que dans le trafic à Monaco, Schumacher s'était plaint notamment de Olivier Beretta qu'il avait confondu avec Gigi Leto, il était en bagarre dans le même coup et tout. Et bien pour que ça ne se produise plus, Michael Schumacher a fait peindre ces petites flamèches multicolores aux couleurs Benetton évidemment, de chaque côté de son casque pour que les retardataires n'aient plus d'excuses. Et aujourd'hui, avec cette boîte de vitesse bloquée en 5e, il y aura peut-être quelques difficultés parfois à prendre l'avantage sur certains pilotes doublés. Eh bien Pierre, ce sont tout simplement des peintures de guerre. On va les appeler comme ça. Je continue dans le classement. 6e Alesi, 7e Martini, 8e Irvine, 9e Panis, 10e Bernard, les deux équipiers de Ligier Renault. Et si vous avez écouté Automoto ce matin, eh bien vous savez que désormais Ligier Renault vit à l'heure de Benetton et de Tom Watsuso, l'associé de Flavio Briatore, puisqu'il y a deux observateurs et même des acteurs, des ingénieurs américains qui sont dans le stand Ligier Renault, aux côtés de Gérard Ducarouge, qui en est le directeur technique toujours. Le 11e, c'est Alessandro Zanardi. Et puis le 12e, c'est David Brabham, puisque Mika Hakkinen, lui, n'est plus en course. Un arrêt au stand, Jean-Louis, c'est JJ Leto, qui, dans la Benetton, qui est en train de faire un essai. Il y a 2 secondes d'écart. 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 Il y a 2 secondes
dans la Benetton. Observe l'arrêt. Voilà. Un arrêt en principe programmé pour le pilote finlandais, le dernier. Et ça repart. 9 secondes 6. En tout cas, s'il continue à ce rythme, eh bien, le Finlandais Gigi Lehto sera sur le podium tout à l'heure. Nous sommes dans le 53e tour de course. Et le Grand Prix d'Espagne en comporte 65. Donc nous sommes à 12 tours de l'arrivée. Ça se précise donc pour Damon Hill. Alors nous revenons ici sur la Ferrari qui va être aux prises avec la Benetton Ford. Cette Ferrari de Jean Alesi qui va être aux prises avec la Benetton Ford de Michael Schumacher. Et on est passé à l'extérieur. La chicane, il avait été surpris par un freinage trop tardif. Il a réussi à éviter le choc dans les pneus. C'est un échappatoire possible. Je voulais vous préciser à propos de Ferrari que nous devons réparer une erreur. Nous avons dit au Grand Prix de Saint-Marin que la FIA avait saisi les boîtiers électroniques des Ferrari, mais c'était un contrôle de routine. Seul Ferrari n'était pas visé. Il y avait également Benetton Ford et McLaren Peugeot. Et ça, c'est pour qu'on vérifie, Johnny, à l'intérieur des boîtiers électroniques, ce que sont les hardware et les software. Je suis obligé de parler comme ça. Ça veut dire vérifier le fonctionnement électronique de la gestion qui contrôle le moteur pour savoir s'il n'y avait pas de quelque chose comme un système anti-patinage. Voilà, c'est surtout ça. C'est surtout pour contrôler si les écuries observent bien le règlement nouveau qui interdit depuis cette année l'utilisation des systèmes électroniques d'anti-patinage. Et c'est très très difficile à vérifier. Et le seul moyen, c'est de demander aux écuries, que les commissaires techniques des Grands Prix demandent aux écuries de leur confier les boîtiers électroniques qui équipent les Formule 1 afin que vérification puisse être faite, ce qui a été effectué sans aucun problème pour personne et sécurité. Oui, alors j'en donne acte à Jean-Claude, le patron de cette Scuderia Ferrari, qui méritait un meilleur traitement de notre part. Alors, en tête, toujours Damon Hill devant Michael Schumacher. Damon Hill ici qui distance d'un tour supplémentaire Alessandro Zanardi. Nous, on va à Paris et on se retrouve dans quelques instants. Au Grand Prix d'Espagne à Barcelone à 9 tours de l'arrivée. Alors que voilà, on a eu peur tout à l'heure avec ça. Et on s'est dit, ça y est, de très loin on a vu, ça y est, Michael Schumacher abandonne. Mais non, c'est Gigi Lehto, le pauvre qui est désolé. Voilà cette image. C'était ça que nous avions vu. On pensait tout de suite naturellement à Schumacher. Et non, c'est Lehto. Lehto qui avait fait pour l'instant une course très très belle. Et on le voit effectivement très très triste. Et là, pour nous rassurer, eh bien, on est avec Michael Schumacher, toujours en deuxième position, derrière la Williams Renault de Damon Hill, et puis le troisième est Brundle. Mais Brundle, Johnny. Mais Brundle, je ne sais pas si mon oreille me trompe ou pas, mais il me semble que lorsqu'il passe devant nous dans la ligne droite des stands, le moteur de la McLaren émet un bruit inquiétant. Alors, c'est peut-être pas grave, parfois les moteurs de course émettent des grognements comme ça un peu sourds qui inquiètent. Il ne s'agit parfois que de rupture de tuyaux d'échappement, ce qui altère un petit peu leur sonorité. Mais je croise les doigts pour Brundle pour que ce soit ça uniquement. Après la panne de Hakkinen tout à l'heure, il faut craindre le pire, mais peut-être pas. Attendons. Alors ceux qui ne croisent pas les droits, par contre, Johnny, eh bien c'est les équipiers, enfin l'équipe Tyrrell Yamaha de Mark Brundle, car si l'arrivée du Bobo à Brundle, eh bien Marc, lui, monterait sur le podium et ce serait le premier podium du moteur Yamaha et le premier podium de l'équipe Tyrrell. Alors depuis des lustres, je ne veux même pas compter le nombre d'années. Mais pour l'instant, Brundle tient toujours, lui avec sa McLaren Peugeot. C'est peut-être tout simplement le bon vieil échappement cassé. Il faut que ça tienne jusqu'au bout. Mais maintenant, l'arrivée, elle est moins loin qu'on croit. On y est bientôt. Le nombre d'années pour les podiums de Tyrrell, je crois que c'est facile. Jean-Louis, c'est 4 ans. L'époque où Jean Alesi était chez Tyrrell et a effectué des courses merveilleuses au volant de la voiture réalisée à l'époque par les ingénieurs Postlways et Migeot. Alors justement, Jean Alesi, eh bien, il est maintenant en 5e position avec sa Ferrari toujours présent. Et justement, je pense que c'est le moment de corriger une image. Jean Alesi, une image un peu à la Villeneuve, bien que ce terme-là ne lui plaise pas, et à moi non plus d'ailleurs, mais vous voyez qu'il est capable de faire des courses de fond, Jean Alesi, et c'est là qu'il est en train de mûrir
définitivement, Jean, et il sera capable bientôt de pouvoir faire encore mieux si Ferrari lui donne une voiture radicalement modifiée au Grand Prix de France. Alain, vous savez ce que Jean nous a dit, nous a confié hier, c'est qu'il voudrait bien gagner le Grand Prix de France. À votre avis, est-ce que c'est possible? Alors, je crois qu'à partir du moment où une équipe met en milieu de saison une nouvelle voiture, c'est qu'ils ont de bonnes raisons justement de le faire. Ils savent bien entendu que leur voiture n'est pas très compétitive, mais au vu de ce qu'ils ont fait pendant l'hiver dernier, au vu des premiers Grands Prix, on peut s'attendre à une voiture quand même qui, si elle est déjà un tout petit peu meilleure, devrait être tout de suite parmi le haut du tableau. Ils sont bien, ils sont souvent 4e, 5e, mais ils sont quand même à une seconde et demie des meilleurs. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont un très bon moteur, très puissant. Donc dès qu'ils vont avoir une tenue de route un petit peu meilleure, ils vont pouvoir passer cette puissance au sol plus facilement et l'écart va être beaucoup plus significatif qu'on pourrait le penser. Donc je trouve que tout est possible. Mais il faut quand même reconnaître que la Benetton et le trinôme Benetton, Ford et Schumacher est quand même très compétitif. On le voit encore aujourd'hui. Une boîte de vitesse bloquée en 5e et faire des performances comme il est en train de le faire sous nos yeux, il y a encore beaucoup de travail pour les concurrents. Alors que vous, Pierre Van Vliet, vous n'êtes pas loin de Mika Hakkinen? Absolument, pas très loin de Mika Hakkinen qui est en train de se confier auprès des membres de son écurie. Il a très méticuleusement nettoyé son casque qui était un petit peu maculé d'huile. Mika, dans quelques instants, on vous confiera ses impressions. D'accord. On revient maintenant sur la Benetton Ford de Michael Schumacher, toujours dans le bon rythme, 1.28.2, c'est pas mal du tout, surtout s'il est toujours en 5e, qui est donc Michael Schumacher en 2e position, derrière Damon Hill, 3e, toujours Brundle, on l'entend passer Johnny, ça s'aggrave, aïe, l'intensité dramatique va aller jusqu'au bout de ce Grand Prix d'Espagne. Pierre. Jean-Louis avec Mika Hakkinen en direct. Mika, you have been leading the Grand Prix. It's the Mika, first time for the McLaren Peugeot, so it's very promising, even if you had a mechanical failure in the end. Mika, vous avez mené ce Grand Prix, c'est pour la première fois, c'est grand espoir pour vous. Oui, correct. Really bad luck with, Pas de chance, vraiment pas de chance. reliability at the moment with the engine. Pas de chance avec la fiabilité du moteur, malheureusement. It's motor racing and it happens. Mais ça c'est la course, ça arrive. But I tell you said we were leading the Grand Mais je vais vous Prix. dire, For me it was mener un Grand Prix pour moi, c'est une chose vraiment sympathique, gratifiante. still we have to work even harder. Alors Very que... promising anyway. Oui, Congratulations, Mika. Thank you. oui, Pierre, alors que c'est Martin Brundle maintenant qui explose son moteur au même endroit et ça prend feu naturellement. Est-ce que c'est le liquide hydraulique? Est-ce que c'est l'huile qui est passée à travers les carters? On revoit ça une nouvelle fois. Attention à la trajectoire, elle va être très délicate. En tout cas, l'oiseau qui est passé devant lui, il a eu peur également. Avec le feu qui va rapidement s'éteindre. Bon réflexe, très bon réflexe de Martin Brundle. Continuer tout droit dans l'herbe, immobiliser sa voiture. Les extincteurs de bord ont dû se déclencher. Et donc, voilà qui confirme les mauvais pressentiments de Johnny Reeve qui entendait l'échappement cassé. Ben oui, c'était il cassait. Et puis ça a gravement empiré. Et donc, en tête, Damon Hill devant ce diable de Michael Schumacher, toujours là, avec sa Benetton Ford qui est pourtant considérablement amoindrie. Et le troisième, c'est Mark Blundell avec la Tyrrell Yamaha. Le sympathique Mark Blundell, qui était un pilote ligier la saison dernière et qui cette année a connu bien des difficultés chez Tyrrell, où son équipier Katayama l'a mis à sa botte, si je peux dire, régulièrement depuis le début de la saison. Le japonais devançait en qualification Blundell, et Blundell n'a pas eu de réussite en course. Il n'a pas encore réussi à terminer un Grand Prix. À Monaco, il était très bien placé lorsqu'un incident technique l'a arrêté dans le virage de Sainte-Dévote. Il avait cassé son moteur et l'huile qu'il avait répandue sur la piste avait forcé Berger à une incursion à l'échappatoire de Sainte-Dévote. Et Blundell était catastrophé par cet arrêt, et le voici maintenant en 3e position, à 5 tours, à 4 tours même de l'arrivée du Grand Prix d'Espagne. Mark Blundell qui a gagné les 24 heures du Mans sur une Peugeot 905. Alain, là on est avec Damon Hill, on commence à y croire pour lui. Des moments difficiles parce qu'on est dans le 62e tour d'une course qui en comporte 65, c'est bientôt.
Oui, là, il s'agit simplement d'un problème de fiabilité. Depuis le début de la saison, l'équipe Williams-Renault ne se plaignait pas du tout de la fiabilité de la voiture, donc on peut penser, croiser les doigts, penser que la victoire est promise à Damon, ce qui, comme je le disais tout à l'heure, est une très très bonne chose pour lui personnellement, bien entendu, après les problèmes du début de saison, mais aussi pour toute l'équipe qui a été meurtrie, et un très bon résultat et 7 victoires. En même temps que les problèmes de Schumacher font penser que tout peut rester encore possible pour le championnat. Et Damon, vous savez, je l'ai vu l'année dernière, dès qu'il commence à être bien dans sa tête, dès qu'il commence à gagner, à faire des bons résultats, il est très très fort. Il est aussi très très performant sur les circuits plus rapides. Dès que ça commence à être un petit peu sinueux, on l'a vu à Monaco, il est peut-être un peu moins à l'aise. Donc sur les circuits de l'été, il va être redoutable. Si la voiture s'améliore un petit peu sur le plan tenue de route, ça pourrait être un adversaire redoutable pour Schumacher. On ose espérer que le championnat n'est pas fini. Eh bien, c'est un bon présage. Damon Hill, lui, il n'a pas gagné de Grand Prix depuis le Grand Prix d'Italie en 1993, d'ailleurs, qui a été ensuite l'avant-dernière victoire, je crois, de Williams-Renault, puisqu'ensuite c'est Ayrton Senna qui a gagné en Australie en 1993. En tout cas, 3 tours jusqu'au drapeau à damier. On peut commencer à y croire sérieusement pour Damon Hill, qui avait failli renouer avec la victoire, nouer peut-être avec la victoire ici même l'an passé, Alain, à cause des terribles ennuis de suspension que vous aviez connus et qui vous avaient mis vraiment à très rude épreuve dans le domaine physique. J'espère que lui, Damon Hill, il va tenir le coup jusqu'au bout. Attention à la pression, il est aussi quelquefois un petit peu fragile. Vous m'avez dit que, bien sûr, de se ressentir comme ça, c'était mieux pour lui, c'est vrai, mais attention à la pression, c'est quelquefois un garçon qui se désunit. En tout cas, ce qu'on lui souhaite ici, dans le 63e des 65 tours de course du Grand Prix d'Espagne, eh bien, c'est de tenir jusqu'au bout comme ça, et ce serait effectivement formidable pour l'équipe Williams-Renault. On doit penser à eux, je pense notamment à nos amis de Renault Sport. Si Damon Hill tient le coup jusqu'au bout, eh bien, j'aurai une pensée, nous aurons tous une pensée émue pour nos amis de Viry-Châtillon qui méritent cela. Deuxième, Michael Schumacher. Troisième, Blundell. Alors que la caméra de Jean-Luc Dumont est en train de nous montrer, ce serait bien de le voir, toute l'équipe Williams-Renault autour de Frank Williams. C'est une image traditionnelle, vous vous en souvenez, avec au premier plan David Brown, qui sourit un petit peu, puis David Coulthard. C'est une image qu'on a beaucoup vue à votre époque, Alain, quand on regardait de près vos victoires et votre 4e titre de champion du monde. C'est bon que ça revienne, c'est émouvant, il faut bien le dire. Alors qu'il y a 2 tours à parcourir avec Hill, le voici, toujours en tête. Schumacher à 20 secondes, qui s'est fait une raison. Le 3e, c'est Blundell avec sa Tyrrell Yamaha. Et le 4e, c'est Jean Alesi à un tour, 5e Martini, 6e Irvine. Voilà pour ceux qui marquent des points. Et là, en l'occurrence, Martini avec sa Minardi, il va en marquer 2. Et Irvine avec la Jordan Hart, il va en marquer 1, Johnny. Et dans cette circonstance où Damon Hill est en passe de renouer pour Williams-Renault avec la victoire, comment ne pas penser à Ayrton Senna sur lequel et Williams et Renault comptaient énormément pour aligner un 3e titre de champion du monde après ceux conquis en 92 par Nigel Mansell et en 93 par Alain Prost. Et bien voici l'heure du triomphe a sonné de nouveau pour cette écurie, cette grande écurie, et cela grâce à Damon Hill qui est maintenant à l'orée de son dernier tour et dont Alain Prost pourrait nous dire peut-être ce qu'il peut penser Damon Hill quand il en était à sa 2e saison de Formule 1. Alain Prost, il a remporté 3 victoires cette année-là, il était encore très jeune en Formule 1. Qu'est-ce qu'Alain, qu'est-ce qui vous habite, qu'est-ce qui habite vos pensées au cours du dernier tour d'un Grand Prix lorsque vous sentez la victoire sportive mais qu'elle n'est quand même pas sûre à ce point-là? Je crois que ce que pense Damon pour l'instant est peut-être un petit peu différent de ce que l'on pense d'habitude, parce qu'il a quand même traversé malgré tout un trou noir avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec toute son équipe. Et là, ce serait vraiment une sorte de délivrance pour tout le monde, il le sait. Donc il a peut-être encore plus de pression, il doit penser encore plus
un problème mécanique. Là on voit qu'il ralentit un petit peu, il a une vingtaine de secondes d'avance sur Schumacher, donc pas de problème. Mais après le drapeau damier, c'est sûr qu'il sera certainement très très heureux et que ce sera pour lui-même et pour toute l'équipe Williams-Renault peut-être une des plus belles victoires, une des plus importantes depuis plusieurs années, dans la mesure où elle peut quand même relancer la machine sur la pyramide du succès. Alors attention, bientôt les derniers virages avec cette Williams-Renault. On sait que David Coulthard a abandonné, Frank Williams est là, avec Jean-Jacques Delarivière, Anne Bradshaw, les attachés de presse derrière. Voilà, maintenant c'est le dernier virage, donc oui, on peut considérer que la victoire est au bout du capot de Damon Hill. La 4e victoire de la carrière de Damon Hill. Et voilà, c'est le retour de cette équipe. Et ils ont raison d'applaudir. Il est émouvant ce retour au premier plan. Une équipe qui a, on l'a dit, beaucoup souffert. Alors que Pierre Van Vliet est en train de s'approcher peut-être de Frank Williams. Alors que voilà le deuxième Michael Schumacher. Eh bien, il n'aura pas gagné 5 victoires d'affilée. Mais enfin quand même, il a fait une performance absolument éblouissante. On en saura plus bien sûr avec ses problèmes de boîte de vitesse un peu plus tard. Le 3e est Marc Blundell sur la Tyrrell Yamaha. Le 4e c'est Jean Alesi sur sa Ferrari. Le 5e Pierluigi Martini avec la Minardi Ford. Le 6e Eddie Irvine avec la Jordan Hart. Le 7e Panis, le 8e Bernard, les 2 hommes de Ligier Renault. Le 9e Alessandro Zanardi. Le 10e c'est David Brabham sur la Simtek à Waterford. Le 11e, bien qu'il n'ait pas franchi la ligne d'arrivée, et vous savez pourquoi, c'est Martin Brundle. Congratulations ici avec Denis Chevrier. Vous, Pierre Van Vliet, oui. Vous êtes avec Patrick, numéro 2 de Renault. Frank Williams est très ému, on l'imagine évidemment. Patrick Faure, une victoire extraordinaire. Il y a longtemps que Williams Renault n'avait plus franchi victorieusement la ligne d'arrivée d'un Grand Prix. Et cette victoire-là, elle est particulièrement importante et particulièrement émouvante, on l'imagine. C'est vrai, c'est la première victoire depuis longtemps et aussi c'est la première victoire depuis la disparition d'Ayrton. Je crois que la première pensée de toute l'équipe, c'est la joie de la victoire et c'est quand même de penser beaucoup à lui aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est qu'on a eu une course extraordinaire, complètement régulière d'un bout à l'autre et qu'on l'a emporté. Je crois que ça redonne à tout le monde le goût de se battre et de gagner à nouveau. Donc vous croyez que la Formule 1 repart du bon pied? Il y a ce nouveau règlement, il y a ces aménagements pour la sécurité des pilotes. On imagine qu'on peut revivre une saison 94 passionnante quand même. On va se battre, on l'a dit depuis le début, je crois que ça sera difficile pour les pilotes, mais je pense que pour les constructeurs, on va se battre, on va faire tout ce qu'il faut pour essayer de gagner ce titre. Il reste encore 11 courses. On a prouvé aujourd'hui qu'on était de nouveau vraiment dans le coup et on va faire tout ce qu'il faut pour essayer d'y arriver. Le podium, Patrick Faure, Pierre, le podium du Grand Prix d'Espagne, c'est 1 Hill, 2 Schumacher, 3 Blundell. On se retrouve justement pour la cérémonie dans quelques instants avec aussi les temps forts de Laurent Corré.